Previously in Cinéclaque. 1988. C'est l'année à laquelle vont s'attaquer le docteur et le professeur dans un podcast qui va être le plus court de l'histoire de Cinéclaque. Pour le moment. 1988. Une bonne année de musique de film. Allez, je vous laisse avec nos deux héros. Ils sont toujours alertes et surtout de plus en plus beaux. Allez, Cinéclaque, c'est du ciné et des claques. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit tout ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Eh bien, bonjour professeur. Bonjour docteur. 1988 professeur. Ah, c'est l'année de Beetlejuice. Oui. Tu l'as vu au cinéma ça ? Je l'ai vu au cinéma, oui. C'était bizarre quand c'est sorti. C'est la grande éclate. On n'avait jamais vu ça en fait. Quoi. Ah, Michael ça faisait Keaton, comme un film pour enfants. Ouais. Attends, on va recommencer parce qu'en fait, il faut que je laisse parler. Ok, on démarre. 1988 professeur. Professeur, en 88, il y avait Beetlejuice. Est-ce que tu l'as vu au cinéma ? Je l'ai vu au cinéma, oui. À sa sortie. Ça t'a fait quel effet ? Perso, j'ai vu comme un film pour enfants, mais pervers, quoi, complètement explosé. J'avais déjà vu Pee-wee, donc je connaissais un peu l'univers de Burton, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi délirant, quoi. Et quand Michael Keaton apparaît, il bouffe tout, quoi. J'ai lu encore récemment qu'il disait que c'était peut-être sa meilleure expérience en tant qu'acteur, quoi. Bah, dedans, il est en roue libre. Hein. Oui, carrément, oui. Enfin, je suis d'accord, c'est là qu'il explose. Quoi. Et je comprends qu'après, quand Burton a dit « Ouais, je caste Keaton pour Batman », il sortait de Beetlejuice, tout le monde a pris peur, quoi. Ah non, moi, perso, j'ai vraiment aimé l'idée. Je comprenais pas que tout le monde ait peur. Enfin, je trouvais ça un peu ridicule parce que le gars, c'est un super comédien. On l'avait pas vu encore sérieux. Ah non, mais dans Beetlejuice, il est fabuleux. Il peut même faire peur des fois. Il est inquiétant. Il y a quand même des passages. Il arrête d'être drôle, quoi. C'est quand même un démon. Hein. Et il est inquiétant. Il est drôle. Il joue avec son corps, mais d'une manière, mais c'est complètement dingue quand il joue avec son corps. Et puis, moi, c'est un acteur que j'aime bien, quoi. Ah, moi aussi. Je le connaissais pas du tout avant. J'avais vu Pee-wee. Pee-wee, ça m'avait un peu stressé. C'était un film stressant. Il m'a mis un peu mal à l'aise. Bah oui, parce que le personnage est... tu sais pas, quoi. C'est un adulte, un enfant... c'est un peu bizarre. Ouais, j'avais trouvé ça vraiment... Maintenant, on dit cringe. Mais bon, voilà, c'était ça, quoi. Mais ouais, j'ai adoré Beetlejuice. J'ai adoré le look du film. La musique dedans, du coup, derrière, c'est vraiment un personnage du film, la musique. Et ouais, c'était vraiment une bonne expérience, une bonne découverte. Si je me trompe pas, première apparition de Winona Ryder. Une bonne découverte, c'est ce que je disais. Ouais. je crois que j'ai toujours été amoureux d'elle, quoi. Bird, Clint Eastwood, un film sur le jazz aussi. C'était un peu la période, hein, après Autour de minuit, tout ça. Chouan en France. C'est chiant. Je sais même plus qui a fait la musique. C'est pas Sard. C'est pas Sard. Ouais, je crois, mais Sard j'aime pas. Je suis désolé, c'est moche à dire, mais j'aime pas. C'est chouan. J'ai jamais compris, j'ai jamais retenu une de ses musiques. Il y en a aucune qui m'a marqué. Enfin, moi ça me crée un problème, quoi. Autant Vladimir Cosma, on peut dire ce qu'on veut, mais on retient toutes ses musiques, y compris les plus nuls et aussi les meilleurs que Sard. Je suis incapable de... Enfin, ouais, c'est bizarre. Même Eric Serra, on arrive à retenir ses musiques. C'est pour te dire. Ouais. C'est sinistre. Die Hard. Ah, Die Hard. Alors, Piège de cristal, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Michael Kamen. Je sais que tu aimes beaucoup Michael Kamen. Oui, énormément. Et il a fait ça après Predator. Et c'est... Pardon ? Non, je dis conneries. Je confonds avec Sylvester. Allez, un blâme. Après Highlander, parce que je confonds tous les podcasts. On est censé être des connaisseurs en musique de film, et le mec qui se vautre là. Ouais, Kamen, il a fait Predator. Non, c'était un test. C'était juste un test pour voir si tu suivais. Test de mauvaise foi aussi. Je veux un autre partenaire, quelqu'un qui s'y connaisse.
Ok, Michael, je vais t'en fournir quelques-uns, tu vas beaucoup rire. Des fans d'Hans Zimmer. Tu seras puni. Donc, et puis des Marvel aussi, tiens. Ah ouais, je m'y connais vachement en Tyler machin et Tyler bidule. Ouais, donc Michael Kamen, il ressortait de Highlander, entre autres, qui était fait peu de temps avant. Il avait fait plusieurs choses comme ça. Et là, d'ailleurs, Michael Kamen, j'ai dit une ânerie, il avait fait L'Arme Fatale l'année d'avant. En fait, il avait le vent en poupe. Ouais, hein. c'était en 87, ouais, L'Arme Fatale. Et il s'apprêtait à faire un James Bond l'année d'après. Ouais, mais ça. Pour l'année d'après, parce que j'imagine qu'il était déjà dessus en 88. Je sais pas, parce que c'est vraiment. Enfin, j'aime beaucoup Kamen, mais là, pour le coup, James Bond, c'est vraiment pas bon, quoi. Oui, on en reparlera. Attends, on n'y est pas encore. Attends, D'accord. on va pas mélanger les podcasts. Et on commence, on va parler directement des derniers. Non, ok, on y va doucement. Non, ce qui est bien pour. On est fous, tous. Ce qui est bien pour Piège de Cristal, c'était comme avec L'Arme Fatale, il a réussi à créer une identité musicale pour le film. C'est pas. Ouais. La BO s'écoute pas forcément. Je l'écoute pas des tonnes, des masses, parce que c'est quelque chose qui est forcément agréable en dehors du film, mais elle colle parfaitement au film, elle lui donne un cachet, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a plein de petites virgules de musique dessus. Enfin, c'est des choses qui sont... c'est le côté, justement, à la Anne Silvestri avec Retour vers le futur. C'est-à-dire que c'est plein de petits signaux qu'il y a dedans et qui viennent souligner l'action. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu développer quand même ça sur 3 films. Et ça, c'est quand même... c'est quand même... Et avec chaque fois un morceau classique avec lequel il joue, quoi, dans les 3 films. Oui, voilà. Ouais. Ça revient tout le temps. Là, c'est l'Ode à la joie, c'est ça? Bah oui. Ça le fait, hein, quand les méchants arrivent. L'ouverture du coffre. Ça, on a bien compris, c'est des méchants européens. Ouais, mais quel méchant. Putain, sinon... Alan Rickman, mais c'était une révélation dès qu'il arrive. Non, stop. On est là pour parler de musique. Si on commence à parler d'Alan Rickman, on n'en sortira jamais. Moi, je suis trop fan. Non, il faut qu'on se contienne. Je me contiens. Parce qu'Alan Rickman, il y a plein de choses à dire Carrément. sur lui. Et un jour, on fera peut-être un truc sur sa carrière. Parce que c'est vraiment un grand comédien, quoi. Vraiment, il a nos limites avec lui. Il savait tout faire. Voilà, je suis en train de m'égarer déjà aussi. Donc, Poltergeist 3 la même année. Donc, c'est plus Jerry Goldsmith qui s'occupe de Poltergeist. Donc, plus d'intérêt. Frantic était sorti, un triste film avec Harrison Ford. Il est pas beau ce film, il est sale. Ouais. Il est laid, hein. C'était fou l'esthétique laide à ce niveau-là. C'était vraiment faire un effort. Il y a eu Willow, cette année-là, qui est sorti au cinéma. Alors Willow de James Horner, aventure épique, tout ça. Ce qui était assez amusant, c'est qu'après Conan, il n'y avait pas eu d'Heroic Fantasy. Il y a eu Willow direct. Et puis après, il a fallu attendre pour voir. Je parle de l'Heroic Fantasy qui soit pas du backlash, genre Beastmaster et tout. Enfin, toi, pour avoir un truc avec du budget, quoi. Et après Willow, c'était le Seigneur des Anneaux, quoi. Entre, il n'y a pas eu grand chose, quoi. Et Willow, je trouve que ça envoie, quoi. La musique, elle est. Elle est entraînante, il y a tous les tics de James Horner, avec ses petites flûtes. Je crois que c'était. Enfin, tout ce qu'il faut dedans. Ce qui était bien avec lui, c'était que il utilisait le support discographique, enfin surtout le CD au maximum, quoi. Ça commençait, je crois, avec Willow, où les albums faisaient 70 minutes. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Ça changeait un peu des 30 minutes habituelles. T'as des pistes qui durent 15 minutes, je crois. Le film aussi. Il se lâche dedans. Ouais. Mais c'était énorme, hein, toute la descente dans la neige, tout ça. Enfin, la musique était vraiment incroyable. Et j'ai trouvé c'était un film qui était pas mal. Ça aurait pu s'intégrer même dans la saga Star Wars, je trouve, à très très peu de choses près. Parce que ça nous raconte la même chose. Et puis, c'était il y a bien longtemps. Enfin, voilà, on retrouve le même type de personnage. On sent qu'il y a le George Lucas derrière. C'est évident, quoi. Et c'est Ron Howard qui a beaucoup retravaillé après avec James Horner. Enfin, beaucoup, je sais pas. Apollo 13, Disparu. Ouais. Apollo 13, qu'est-ce que c'est bien, Apollo 13. De toute façon, moi, je suis toujours fan des gens de la NASA. C'est normal, sur ton mur, c'est marqué que tu travaillais à la NASA. Bah ouais, mais la NASA, c'est vrai. L'année de La Bête de guerre de Mark Isham.
Alors, Alors toi, c'est bien l'autre fois, confirmé. j'ai remarqué, hein, tu dis Hicham. Moi, je dis Hicham. Alors, je sais pas, c'est quoi la Ouais, mais c'est prononciation? un anglais, enfin, c'est un américain. Ouais. Non, mais bon, voilà, quoi. Sinon, on peut se redonner rendez-vous au club à Boston. Mais, La Bête de guerre, c'est vraiment vraiment super film. Et la musique, elle est vraiment envoûtante, planante. Ça se passe en Afghanistan. Ouais. Et la musique reflète le désert. D'ailleurs, c'est assez amusant. Enfin, amusant, je sais pas. La musique, elle retrouve une ambiance de désert comme il y avait dans The Witcher. Mm. Et du même musicien. Et je confirme, il est bien scientologue. Hein. D'accord. Voilà, Ouais. quoi. Tu dis Hitcher, et c'est vrai que on le disait, Hitcher, on l'avait vu par rapport à Starfix, et La Bête de guerre, c'est pareil. Moi, c'est Tout c'est à fait. Starfix qui m'avait convaincu d'aller le voir. Et du coup, Kevin Reynolds, c'était pas connu. Ici, c'était son second film. Et je sais que en France, ils avaient diffusé son premier un peu de temps après La Bête de guerre. C'était Fandango avec Ouais. Kevin Ouais. Costner. Mais c'était bien aussi. Ouais, très bon film. C'était vraiment bien. Mais tout n'était pas distribué. De toute façon, au niveau distribution des films, maintenant, comme avant, on n'a que le haut du panier des États-Unis. Quoi. Le reste, ça passe soit en direct ou DVD, soit ça vient alimenter les chaînes de streaming. Mais on se retrouve aussi des fois avec des films, par exemple, tous les films sur le baseball, ça sort pas ici, quoi. Non. On s'en fout du baseball ici. Ici, on est le pays du foot et de la bière en terrasse. Voilà, c'est ça, l'art d'être français. À la même époque, il y avait Death on Arrival, Mort à l'arrivée, Ouais. DOA, qui était un film un peu tourné comme un clip. C'était assez intéressant parce que c'était le cinéma qui était en pleine mutation. Alors, qui dit film tourné comme des clips dit pièces en fumée, toujours. Et la lumière qui passe à travers les ventilos et les hélices. Oui, voilà, ouais, il y a toujours un ventilateur quelque Ouais. part. Voilà, mais ça, c'est une sorte de passage obligé de tous les films clips. Voilà. Oui, oui. Bah justement, film clip avec éclairage de clip, Rambo 3. Mm. Rambo 3 quand même tourné comme un clip au départ et puis après repris par Peter McDonald. Ouais, parce que c'était Mulcahy qui qu'on a fait devait un le film faire. classique. De quoi, pardon, excuse-moi. C'était Mulcahy qui devait le tourner. Bah, il l'a commencé, il reste Oui. quelques scènes de lui et on les voit. Dès que c'est débulé, dès que c'est de travers, c'est lui. Parce que Peter McDonald, c'était un réalisateur de seconde équipe. Lui, Ouais. il tournait vraiment à la papy, quoi. Donc, les plans doivent être horizontaux, machin, tout cadré. Bon, le film, il est assez mauvais. Quand je l'ai vu au cinéma, j'ai été hyper surpris que ce soit mauvais à ce point-là, quoi. Et en plus, ces dialogues, oh là 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 là. Pour qui le prenez-vous pour Dieu? Non, car Dieu, lui, aurait pitié. Franchement, ça va 5 minutes. Heureusement, le quatrième, il a mis des années à se faire, et par contre, je l'aime bien. Jerry Goldsmith, là, par contre, il a pété une durite. Hein. Il envoie son bruitage, le bzzz, bzzz. C'est le début de sa période synthétiseur à tout crin, et je trouve que Rambo a vraiment perdu dedans, quoi. Il y a des beaux morceaux quand même dedans. Et il aurait, heureusement. De toute façon, Goldsmith, même quand c'est mauvais, ça reste bon. Oui. Et c'est un peu le problème, quoi. Il est tellement au-dessus des autres que même le jour où il fait n'importe quoi et qu'il dort sur son clavier, ça sera mieux que plein d'autres musiciens. Donc, je ne dirai pas les noms. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi Invasion Los Angeles, The Live de John Carpenter. Alors, c'est bizarre cette musique parce que c'est à la fois du Carpenter classique, dans la façon de faire, et en même temps, là, il commence à se lâcher sur les guitares, sur Petit côté folk. des westerns, hein. Oui, western, oui. Quand même, t'oublies le premier plan, le type arrive, oui, le John oui. Nada Oui, qui arrive en ville et tout, il va faire la justice, quoi. Parce que cette ville avait besoin de justice aussi, hein, parce que je te conseille de lire la nouvelle originale qui doit faire genre 20 pages. De toute façon, c'était un film pour Carpenter, quoi. Ouais, mais il y a un gros travail d'adaptation derrière. Oui, bien il y a sûr. vraiment un gros j'imagine, travail mais il s'est lancé dedans, il s'est approprié le sujet. à tous les niveaux. Il va jusqu'à la musique, donc il s'approprie complètement, quoi. Et son personnage, ça aurait pu être Kurt Russell, hein, s'il y avait eu du budget. C'est ce que je Kurt vais Russell, te dire, ouais, parce que voilà, c'est toujours le même personnage, en fait. l'acteur qu'il a pris, enfin, c'est pas un acteur, c'est un catcheur à la base, mais il a le look de Kurt Russell. L'acteur est vraiment sympathique. On adhère tout de suite. Il joue vraiment pas bien, mais on lui fait dire des bonnes choses dedans. Il y a des bonnes visions. Ah oui, de toute façon, la scène quand il arrive dans la banque et la tirade sur il est venu mâcher du bubblegum. Ouais, mais ça c'est fun. Moi j'aime bien la séquence où t'as le coucher de soleil et il discute avec son pote et qui lui dit que le pays a changé et que voilà, en fait il parle de l'Amérique de Reagan qui devenait ensuite plus tard l'Amérique de Trump. Et voilà, en fait, il parle de la perte de valeur, mais de vivre en société, quoi. Parce que chacun pour sa gueule,
C'est pas une bonne chose. Et là-dessus, je suis bien d'accord avec lui. Parce que bon, Carpenter, c'est pas un gauchiste en vrai. Hein. C'est pas du tout un gauchiste. Mais pas du tout. Et par contre, il a un sens des valeurs qui fait qu'il y a une vie possible en société, qu'on peut vivre sans nuire à son prochain. Quoi. Et dans ce film, je trouve qu'il se marque bien politiquement. Ouais, de toute façon, Carpenter, lui, c'est presque un héros de western, l'homme, quoi. Il a toujours adoré les westerns, et c'est vrai qu'il a, comme tu dis, ces valeurs-là, c'est l'homme incorruptible. Ouais, c'est des valeurs fondatrices, on peut dire. Tout son cinéma en parle, ça parle que de ça d'ailleurs. Bon, je vais pas m'étendre plus sur Invasion Los Angeles parce que ça se trouve un jour on fera un spécial Carpenter, c'est très très possible, et ça sera film par film hein, parce qu'il y a tellement à dire. Alors 1988, c'est aussi le temps des Gitans. Alors le temps des Gitans, la musique était partout, on l'entendait partout, voilà, c'était assez incroyable et j'ai un souvenir de ce film bruyant en fait. Vraiment bruyant et après ça s'est pas arrangé avec Arizona Dream. Ah non, j'ai du mal avec Costa Rica. Ah moi on m'a emmené voir, papa il était en voyage d'affaires une fois, je sortais avec une fille qui était très gentille mais qui a voulu absolument m'éduquer en cinéma relou tu vois, et pour la punir je l'avais emmené voir un Rambo derrière, je lui ai dit tiens je vais être puni. Encore, t'es gentil, quoi. Un Rambo, t'aurais pu l'emmener voir quelque chose de pire. Non, mais c'était pas nul. En plus, papa était en voyage d'affaires. C'était pas nul. C'était juste... j'avais pas envie de voir ça, quoi. Alors, Roger Rabbit aussi, en 1988. Ouais. Incroyable. Alors moi, j'attendais la suite de Retour vers le futur et tout. Et puis on nous balance un lapin en dessin animé qui est amoureux d'une fille à gros seins en dessin animé contre le méchant qui est le doc du Retour vers le futur mais qui est aussi un dessin animé. C'était un peu n'importe quoi ce film-là, mais en même temps ça reste un chef-d'œuvre. Ça verse pas mal dans le cul entre guillemets Roger Rabbit. À fond. Tout est paillard dedans. Je pense pas qu'on puisse faire ça maintenant, c'est pas possible quoi. Il y a trop de sous-entendus. Quand la copine de Bob Hoskins lui dit mais t'as un lapin sous le manteau ou t'es contente de me voir? Mais oui, c'est ça. Non, c'est excellent, c'est un film hystérique, la musique est vraiment c'est une musique de cartoon quoi, ça suit l'image, il y a un vrai travail, c'est vraiment un film de cinéma, enfin ça peut pas exister autrement quoi. C'était vraiment dingue, et il y avait une envie de chaque scène que le public soit content, que ça va à 100 à l'heure. Enfin, c'est assez incroyable quoi. Zemeckis, pour moi c'est un de ses tournants cinématographiques, plus encore que Retour vers le futur, parce que ça fait qu'ensuite quand il reprend le Retour vers le futur, il y a eu Roger Rabbit entre temps, et il y a ce côté dingue, parce que toi le premier Retour vers le futur c'est une comédie, c'est sympa, ça rebondit. Roger Rabbit c'est de la folie, et après la folie elle arrive dans Retour vers le futur numéro 2 quoi. Ah ouais, il y a eu toutes les scènes avec Biff Tannen et tout, c'est au maximum quoi. C'est l'année de 88 de Double Détente, Red Heat, musique de James Horner, un polar d'action qui se passe à Moscou avec Schwarzenegger, et puis après ça se passe aux États-Unis. Alors James Horner il nous fait toujours sa même recette en fait quoi. Il fait la même musique. Ouais, il devait avoir une bande pour Walter Hill, quoi, parce que c'est toujours pareil que comme dans 48 heures. Avec les 48 heures, tout ça. Ouais. Et donc, en fait, il a sa musique qui est là, et on va dire que t'as 2/3 de la musique qui est toujours la même, et t'as un tiers où il ajoute des petits instruments par-dessus, il change un petit peu vaguement la mélodie, et puis, easy money, quoi. Ouais, tranquille, quoi. Tout le monde disait il photocopie, mais en fait, c'est pas photocopié, quoi. Il a la même base. C'est comme si tu faisais, en fait, plein de plats différents et toujours la même base. Tu vois, c'est une pizza, voilà. Ah, ta pizza, elle est au capre, elle est au jambon, elle est au fromage, ouais, mais c'est de la pizza. Voilà. Si tu voulais autre chose, t'en as pas. J'aime la pizza. Ouais, enfin, à un moment, la pizza, ça va 5 minutes, quoi. Toi, si tu veux manger autre chose que de la pizza... Des pâtes. Des pâtes à la pizza ou de la pizza aux pâtes. Ça se fait. Mais pourquoi pas non plus des chips à la purée, et puis, avec des patates sautées. Cette année-là aussi, c'était la sortie de Totoro. Alors, Totoro de Joe Hayashi. Alors, ce qui est intéressant avec Totoro, c'est que c'est d'abord sorti en 88 dans les supermarchés, dans des cassettes VHS à 1 franc à l'époque. Et c'était considéré vraiment comme du bas de gamme du manga japonais. Et en vrai, ça s'est bien vendu, parce que ça coûtait pas cher et tout, et c'est devenu un film pour gamins assez connu, Totoro, et c'est ressorti plus tard,
quand c'est devenu une sorte d'événement bobo, quoi. Tous les films de Miyazaki, ça a pris une valeur hors sol, quoi. Même si c'est toujours quasiment des chefs-d'œuvre, on va dire, hein, pour être poli. À Totoro, quand c'est sorti, en fait, toute cette petite musique, les gamins connaissaient, quoi. Et c'était pas... c'est comme le Château dans le ciel. Le Château dans le ciel, c'était sorti aussi en vidéo, directement dans les bacs, à 1 franc ou 2 francs, au bout des rayons des supermarchés, quoi. T'allais à Carouf, t'achetais ta petite vidéo de Totoro. Voilà. Il y a eu plein de films comme ça. Donc beaucoup de nanars que j'ai pu découvrir dans une grande joie totale. 88. Alors là, 88. Le Grand Bleu. Oui. Eric Serra, Le Grand Bleu. Le disque s'est vendu, mais... J'ai les deux. Il y a eu un volume 2. Mais en fait, c'est parce que je les ai trouvés longtemps après dans une brocante à 1 euro. Je les ai achetés du coup. Mais je les ai même pas achetés, moi. Parce qu'en fait, ça m'a pris la tête. Cette musique m'a pris la tête. Ouais, j'aime bien le thème principal, c'est sympa, quoi. Mais il y a eu un moment, il y a eu une overdose. T'allumais ta radio, ta télé, t'entendais la musique du Grand Bleu. Même t'ouvrais un journal, t'entendais la musique du Grand Bleu. Ça devenait pénible, quoi. Et j'ai détesté cette mode, j'ai détesté. Et puis Eric Serra, j'avais bien aimé 2-3 trucs dans Subway, qui avait déjà mal vieilli à l'époque, 83 ou 84, il y avait Subway. 1 an après, c'était déjà vieux, quoi. Moi, j'ai compris que les Américains virent la musique, quoi, parce que c'est... c'est John Scott, non C'est Bill Conti. Ah, Bill Conti, pardon. Je l'ai écouté une fois, ça n'a rien à voir du tout. Mais rien à voir du tout. De toute façon, j'aime pas le film non plus. Enfin, oh là là, c'est terrible. Ça me laisse froid, ça me parle pas, ça me touche pas. Tout est cliché dedans. Et pourtant, j'adore Rosanna Arquette. Hein. Franchement, elle était bien. Ouais, c'est la seule chose de bien dedans. J'adore comment tu dis ça. Oui, pardon. Oh là là, je me suis mal exprimé. Peter Gabriel à l'époque. Oui, c'est vrai. Et ça s'est mal passé parce qu'il lui avait dédié un album. C'était l'album après celui de Saw. C'était quoi? C'était Us, je crois. Ouais. Un album où il parle justement de la communication entre les gens et tout. Et dans le livret, il disait je le dédie à... Bah, c'est bien parce que le premier morceau, il est quand même méchant. Hein. Ouais. Donc, ouais, d'accord. Ouais. Je l'avais vu en concert en plus, ce tour-là, comme celui d'avant d'ailleurs. Ouais, donc de toute façon, Rosanna Arquette, elle avait déjà eu un album, ou au moins une chanson pour elle. C'était Rosanna de Toto. Ah, Toto. C'était pour Toto, elle? c'est d'une. Ouais, bah oui, Rosanna. Il n'y a qu'une Rosanna. Oui. Ah, il n'y en a qu'une. Ah. Bah oui. Non, c'était vraiment pour elle. Voilà. Qu'est-ce que t'as retenu, toi, de... Ouais, est-ce que j'ai oublié des choses, professeur? Est-ce que j'ai oublié des... Moi, j'ai noté 2-3 trucs. Alors, je sais pas si tu te souviens, parce que c'est vraiment... Il est passé inaperçu, ce film, mais là, c'est toujours pareil. Je l'ai vu par rapport à Starfix. Appel d'urgence, Miracle Mile. Oui, c'est Tangerine Dream, la musique. Voilà, une très bonne musique. Ça se finit par une explosion atomique, et là que je suis en train de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà. Ça se finit très mal. Ouais. Ah, c'est un bon film, une bonne série B. Puis t'as cité Beetlejuice de Danny Elfman. La même année, il avait fait Midnight Run aussi, que j'aime bien. C'est très drôle comme film. Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Parce qu'il paraît, il est super bien. Ah ouais, il est très bien. Et il je sais pas si t'es comme moi, mais il y a des piles de films à voir comme ça, des trucs depuis des années. Ben, j'en ai et chaque fois, je me dis, ouais, j'ai le temps de le voir, et puis finalement... Ouais, de toute façon, moi, c'est... Que ce soit les films, les musiques, les livres et tout, j'ai plus que ce que je consomme, en fait. J'arrive pas Il faudrait un confinement de 10 ans, quoi. Ouais. Et Danny Elfman avait fait aussi Fantôme en fait, que j'aime pas trop, mais la musique est très très bien. Oh là, c'est pas un gros nanar avec Bill Murray. Ouais. Oh là là, le Richard Donner, sur Scrooge. Richard Donner qui a fait ça. Ouais. Je me rappelle de l'affiche. Du coup, l'affiche était tellement laide que je me suis dit que j'irais pas voir ce film. Sinon, j'aime pas les films de fantômes. Le Romero Incident de parcours. Je l'ai pas vu. Ah si, je l'ai vu sur Canal+. Ouais, parce qu'il y a un singe. Donc, bonne musique de David Shire. C'est peut-être mon préféré de Romero. Mais toi, tu kiffes les singes dans les films. Ouais, entre les mouches, les singes... Je suis sûr que t'as plein de singes en plus chez toi. J'en suis persuadé, quoi. Et puis surtout, en 88,
le démon qui se révèle au grand jour avec Rain Man. Oh oui, voilà, exact. Alors, il était noté, je l'ai sauté exprès tout à l'heure et je l'ai oublié. Mon cerveau s'est dit, oublie-le. Oublie Hans. À la fin du dernier podcast, on dit l'arrivée d'Henri Chambre. Oui, c'est vrai. Donc il avait travaillé en collaboration sur des petits films anglais. Il avait participé à la BO du film de Bertolucci, Dernier Empereur, mais sur la programmation des synthés et tout. Vas-y, je te laisse galérer. Non, je te voyais faire une tête bizarre. C'est écrit sur l'album, hein. Tu peux vérifier, il est bien crédité. Non, je l'ai pas. Il est bien crédité dessus. Dernier Empereur, je l'ai vu au cinéma et il m'a pas marqué, il m'a vraiment même gonflé, pour te dire. Et en fait, Rain Man, oui, c'est sa première BO américaine et qui va le lancer, quoi, dans le monde du cinéma américain. Oui. J'avoue que j'ai adoré à l'époque. J'adore toujours, je pense que c'est... Le film m'a fatigué, j'ai trouvé trop long. Mais la musique, ouais, je l'ai bien aimé. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais voilà, quoi. Mais c'était pas encore le démon, quoi. Tu veux dire, c'était pas encore Plume, le petit ours polaire qui est une de ces musiques que j'adore en vrai. Il a fait un truc extraordinaire. Bah, Plume l'ours polaire, ouais, c'est super. En vérité, c'est pour les mômes et c'est Hans Zimmer qui a fait la musique et franchement, ça le fait, quoi. C'est ça qui est bien. Je pense qu'il aurait dû s'arrêter là. J'avais noté aussi un très bon Howard Shore, Big, avec Tom Hanks. Je me rappelais même plus que c'est lui qui avait fait la musique, c'est pour te dire. Big, j'ai pas aimé, en fait. Pareil, ça fait partie des trucs abétissants des années 80 pour moi, quoi. C'était vraiment un univers différent de ce qu'il avait l'habitude de faire, Howard Shore, et là on voit qu'il a une veine qui peut être romantique et délicate aussi. Donc je crois qu'il sait tout faire, il est vraiment polyvalent, Howard Shore. Ouais. Il sait vraiment tout faire, et c'est incroyable. Du fantastique, du dramatique. Et tout faire. j'avais noté un titre et j'avais hésité à le prendre pour cette année-là. Donc en fait, il vient en second, quoi. C'est Les Liaisons Dangereuses de George Fenton. Alors on n'a pas parlé de George Fenton jusqu'à présent. Il est pas... Je trouve qu'il est sous-estimé dans le domaine de la musique de film parce que c'est un très bon compositeur. Et pour Les Liaisons Dangereuses, il a fait un travail de dingue autour de pièces classiques de Vivaldi, Handel, Bach. De toutes ces influences, il les a fait siennes et tu as une musique d'une cohérence totale, quoi. Et qui fonctionne très bien avec le film qui... Le film était bien. est gigantesque, quoi. C'est... Ouais. Le pouvoir des mots et tout, c'est fou, quoi. Comment tu peux... C'est pas l'époque où il avait fait... C'est lui qui a fait Memphis Belle, je crois, non ? Ouais. C'était à la même époque, hein, c'est dans ces environs-là, quoi. C'était un super film, et la musique était pas mal. Ouais, je suis d'accord, George Fenton, il est assez oublié, en fait. Ouais. C'est marrant, parce qu'il y a comme des musiciens qui ont œuvré pendant longtemps, qui n'ont jamais pris la lumière, en vrai, quoi. Ils ont travaillé, hein, il y a eu du boulot derrière. Ils ont fait plein de films. Et, Dans les années 80, là on est en fin 80, et dans les années 90, il avait le vent en poupe, hein, parce que j'ai pas mal de BO de lui, mais après, il a un peu disparu des radars, quoi. Qu'est-ce qui t'a indiqué ton radar alors pour 1988 ? Ouais, donc on a évoqué son nom tout à l'heure, Monsieur Peter Gabriel, avec la dernière tentation du Christ. Non, professeur, on va s'arrêter net là maintenant. On va couper le podcast maintenant parce que moi aussi j'avais choisi ça. Ah, c'est pas vrai. Ben si. Parce que tu l'as pas cité, je pensais pas que tu le choisirais. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Peter Gabriel. Voilà, je voulais amener le truc tout doucement. Je vais le ruser. J'ai rusé le professeur. Et tu sais que je l'avais oublié carrément. J'avais mis, c'est pour ça que je te dis, Les Liaisons Dangereuses, il est passé en 2. Et quand tu as parlé de Peter Gabriel, je me suis dit, mais attends, c'est en 88 la dernière tentation. Alors vite. Bah moi je le savais, et c'est un de mes disques préférés de Peter Gabriel déjà. En plus, il était sorti en 2 exemplaires. Bon, mais je te laisse en parler. Ok, j'y vais. Je sais pas si t'as acheté à l'époque, le disque, je pense que oui. Mais il y avait un 2e disque qui était sorti.
Ouais. sur le label Real World. Il compile les influences, non, qu'il a... Oui, c'est un disque musique source en fait. Ouais. Et tu t'aperçois en fait de tout ce qu'il avait écouté avant de sortir son disque. Mm. Et alors, on va pas parler du film. Hein. Le film, il est souvent pas mal, souvent irregardable. Il y a même Irving Kirchner qui joue dedans. Ça fait un peu n'importe comment. En fait. Non, enfin, le film, c'est nawak. Je me souviens parce que il y a les intégristes Kato qui avaient cramé un cinéma. Ah oui, non, mais ça avait fait un à tollé, Saint-Michel. quoi. Faut arrêter. Le cinéma hein. où j'ai vu Brainstorm avait brûlé, quoi. Enfin, tu vois, n'importe Faut quoi. arrêter, c'est qu'un film, quoi. C'est bon. Ah ouais, mais bon, il y a des gens, ils pensent que c'est vrai. Tu vois, enfin, voilà, quoi. Ils ont pensé que Willem Dafoe, c'était vraiment Jésus. Tu vois, putain, enfin bref. Bon, en tout cas, la musique c'était culotté de faire ça. C'est un score totalement incroyable, assez synthétique et en même temps avec plein de vrais instruments. On va dire presque d'époque. Hein, je veux dire, il y a des sons qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait plus, qui avaient disparu. Et cet album qu'il a sorti en parallèle ou sorti juste peu après, qui s'appelait Source. Là, c'était que j'écoute autant en fait que l'album de Peter Gabriel. C'est vraiment complémentaire, quoi. On entend vraiment toutes les influences qu'on servi à faire ça. C'est un petit chef-d'œuvre, la dernière Tentation du Christ. D'ailleurs, le disque s'appelle Passion, il s'appelle pas du tout. Passion. Ouais. Ça n'a pas le même nom que le film. Non. Moi, je me souviens très bien la première fois que je l'ai écouté. J'avais pas vu le film, hein, et Moi, c'est pareil. J'avais écouté. franchement, J'ai pris une claque. mais voilà, c'est la claque. Et non, mais Peter Gabriel, c'est un grand musicien. Il avait fait, dans Birdie, même si c'est pas mal l'instrumentaux de ses musiques, dans Birdie, ça envoie vraiment le pâté. Hein. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez long, donc on a le temps de se plonger dans cet univers. Ouais. On entend Peter Gabriel dedans, donc c'est aussi un vrai disque de Peter Gabriel, mais il est totalement expérimental, totalement, vraiment incroyable. La pochette est magnifique. Elle est belle. Tout est beau. Voilà, alors moi, je vais arrêter d'en parler. Je vais écouter ce que tu as à dire dessus parce que je suis vraiment sûr qu'on ait la même idée là. Ça va être concis parce que je t'ai dit, je l'avais complètement zappé et donc je viens de réaliser. Donc, et c'est clair que j'ai une grande admiration pour Peter Gabriel, hein, même s'il m'énerve un peu d'être aussi peu. Enfin, de pas sortir d'album, quoi. Son dernier remonte au début 2000, je crois. Hein. Oui, il fait des spectacles, mais je pense qu'il a peut-être tout dit. Mais il a fait une musique de film qui s'appelait Rabbit Fans aussi après. Oui, autour d'une chanson qui était dans le dernier album. Et, elle est pas mal, mais c'est pas ce qu'il avait fait de meilleur. Mais... Ouais, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais après il fait des shows, quoi. Il a fait des gros spectacles, tout ça. Mais je pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il avait. Je sais pas, parce que. Sinon, il le ferait. Il a les moyens techniques, il a les moyens, il a tout ce qu'il faut pour ça. Parce que quand tu écoutes son dernier album solo, parce qu'après il a fait quelques collaborations à droite à gauche, mais c'est d'une richesse. Il y a pas son pareil pour créer quelque chose qui te semble nouveau à chaque fois, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup bossé avec le cinéma. Ouais. Enfin, en tout cas, le cinéma l'a beaucoup pris. Hein. On l'entend même dans Gremlins, il y a un morceau de lui. Je crois que c'est sur Red Planet aussi. Peter Gabriel. Oui. Enfin, il y a pas mal de fois où on entend ses musiques et beaucoup de ses chansons aussi sont reprises dans les musiques de films. Et souvent, il y a du son. Alors, je crois que c'est Legal Eagles. Je crois que c'est un John Barry qui avait repris. C'est un film avec, je crois que c'est Glenn Close et Jeff Bridges. À double tranchant. À double tranchant, c'est ça. Alors là, on est carrément dans un double tranchant. On est carrément dans le pillage de Peter Gabriel. Je pense que quand tu vas faire la liste Deezer, il faut mettre ça. Parce qu'on est vraiment dans du Peter Gabriel pur. Le son, c'est l'album où il y a Shock the Monkey. Si on le trouve, hein, parce que... Enfin, moi, je l'ai en MP3, l'album, mais il est très difficile à trouver, donc je sais pas s'il sera sur Spotify. Il y a pas, ça serait... Il n'y a pas tout. Il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas tout. Ouais, enfin, je suis sûr qu'il y a tout Hans Zimmer. Ah oui. Mais bon, revenons à Peter. Moi j'ai fini, moi. La dernière Tentation du Christ, je crois que c'est peut-être l'une des BO les plus pillées au monde. Parce que... Ouais.
dès qu'il ça s'agit servait au de... générique de Paris-Dakar sur la deuxième période. Et puis dès qu'il s'agit de mettre en scène le désert ou ce genre Voilà. de choses... En fait, il a donné une musique au désert. Parce qu'avant, il y avait pas... C'était Laurence d'Arabie avant. Il y avait le désert. Et notre ennemi Hans Zimmer s'est pas gêné pour le pomper dans Gladiator, quoi. Non, on va pas mettre ça. On va pas mettre notre ennemi. On peut pas dire ça, professeur. C'est pas possible. Notre ami, on sait pas. Non, notre référence ou notre anti-référence. Non, il a fait des choses bien, Hans Zimmer. Oui. Faut pas non plus. Mais bon, donc pas sur déconner. Gladiator, il a quand même... on voit qu'il avait bien écouté le disque de Peter Gabriel, quoi. Bah oui, mais c'est ce que je te dis. Donc avant le désert, c'était Laurence d'Arabie. Par exemple, il y a même une citation dans L'espion qui m'aimait. Ils sont dans le désert, donc on entend Laurence d'Arabie derrière. Et en vérité, c'est des musiques qui deviennent des signaux. Tu vois, par exemple, là maintenant, t'as le désert, bah t'entends Dernière tentation du Christ. Quand t'es sous l'eau chez John Williams, t'entends une harpe. Ouais. Quand t'es en l'air, dans plein de musique, t'entends une sorte de petite clochette. En fait, c'est des signaux de musique qui font ça. Et moi, je conseille vraiment aux auditeurs, ça fait chouette de dire ça, je vous conseille, auditeurs, d'écouter l'album, hein, d'oublier le film, parce que bon, il est ce qu'il est, le film, mais il est pas vraiment trop bien, quoi, trop bon, hein, pour un Non, Scorsese. c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Hein, Pour un Scorsese, alors que c'est un film qu'il a porté à bout de bras et qu'il avait envie de faire. Non, mais il faut écouter l'album parce que, comme tu dis, il est long et c'est un voyage, quoi. Dès la première piste jusqu'à la dernière, il n'y a rien à jeter. Ouais, rien du tout. Et c'est vraiment très, très, très bon pour ça. Ça faisait partie, c'est une aparté qui n'est pas vraiment musique de film, même si ça rejoint un peu musique de film quelque part. Dans cette même période, moi j'écoutais un album qui s'appelait Sleeps with Fishes. C'est de Michael Brook et Peter Newton. Et Michael Brook a fait beaucoup de musique de film. Ouais, Michael Mann l'a bien employé. Ouais, mais tout à fait. Et il a fait des musiques de film, il a bossé avec Brian Eno, donc il y a toute une petite mafia là, de gens qui font des musiques planantes. Et j'écoutais beaucoup cet album de Michael Brook avec celui de Peter Gabriel. C'était vraiment la même période, 87-88. Et je trouve que il y avait une richesse dans les musiques, on va dire planantes, mais qui tiennent encore la route maintenant. Ouais. C'est-à-dire que plus de 30 ans après, ça reste toujours pertinent, ça reste toujours une référence, et le son n'a pas mal vieilli. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que des sons qui ont mal vieilli, on en aura bien plus tard, quoi. Même Goldsmith, hein, il a fait des trucs au synthé, des fois, ça fait un peu mal aux oreilles d'écouter, quoi. Mr. Baseball, entre autres. Putain, mais je connais pas, ça fait 2 fois que tu cites parce que c'est... Mr. Baseball, quoi. Rien que le titre, j'ai pas envie. Oh, le film est rigolo, mais bon, c'est... Et tu te connais le remake du Sud, Mr. Pétanque? Mr. Pétanque. Ouais, bon, je suis d'accord. Je me disais, tiens, ça fait 44 minutes, pas de référence au Sud, pas de cliché. Donc voilà, 1988, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, Putain, ouais. c'est supersonique, hein. Donc c'est le podcast le plus court qu'on a. Donc on sait qu'on peut. On va couper et puis on va envoyer 1989. D'accord. Ah là 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 là. Ce podcast était, comme promis, le plus court de l'histoire de Cinéclac. Nous refermons la page de 1988 et vous pourrez bientôt avoir celle de 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution. Allez, je vous laisse. En tout cas, merci de votre écoute. La playlist est disponible sur YouTube, je crois. Le professeur se donne bien du mal pour que vous puissiez partager leur expérience avec le son dans les oreilles, oui. L'an 2000, le progrès. Allez, Ciné-Clac, c'est du ciné et des claques.